merci pour les pins. Très bonne idée. Voilà, je vais meubler pour toi, Morgane. D'abord, un grand merci de m'avoir invité, de nous permettre de faire cette présentation. Alors, l'objectif, c'est donc de vous faire un retour d'expérience sur une plateforme de tiers archiveurs qu'on a mis en place de notre côté pour les institutions publiques en Belgique. Voilà, donc on se place ici plus du côté, finalement, Vitam, hein, l'équivalent français, avec notre expérience, nous, de receveurs et de conservateurs d'archives. Alors j'aborde une toute petite présentation de moi-même, donc chef de projet développement ICT chez SMAS depuis pas mal d'années maintenant, et donc je suis globalement responsable de tous les projets de stockage de documents et d'archivage électronique que nous faisons, et donc je gère aussi de manière opérationnelle et j'assure la maintenance des services de stockage et d'archivage, donc celui que je vais vous présenter, et donc je bénéficie d'une expertise, un grand mot, mais enfin de plus de 10 ans en archivage électronique, et vous trouvez mes données de contact si vous le souhaitez. Alors, juste aussi pour donner un petit peu de contexte sur la société pour laquelle je travaille, qui est SMALS. Donc, c'est une des plus grandes sociétés ICT de Belgique et qui est le partenaire privilégié du programme du gouvernement du secteur social et des soins de santé en Belgique, mais aussi plus généralement de toutes les institutions publiques. Donc, on offre évidemment beaucoup de services diversifiés à nos clients. Et donc, un de ces services est la mise à disposition de services IT et le développement et la maintenance de ces services. Mais donc, je ne suis pas une société, enfin, je ne représente pas une société commerciale, mais donc une sorte de secteur ICT public en Belgique. Alors, d'abord, brièvement, vous présenter le service qu'on offre, avec évidemment, je ne suis pas historien pour rien, une petite retour sur l'histoire du projet. Alors, le projet a été au tout début mis en place pour ce qui s'appelle en Belgique l'Office national de sécurité sociale, qui est une institution publique de sécurité sociale assez importante, hein, elle occupe un rôle assez central dans le secteur social en Belgique et qui a pour mission essentiellement d'une part de réceptionner et de distribuer toutes les données de sécurité sociale en Belgique, et donc elle sert de point central de collecte des données sociales, et ensuite elle les répartit, dont le schéma date un petit peu, il y a eu des fusions entre-temps, mais enfin elle va le répartir auprès par exemple des pensions, des accidents du travail, des maladies professionnelles, etc. Et cette collecte et cette distribution se fait au travers d'un service centralisé d'échange qui a été mis en production en 2003 et qui évolue depuis lors. Et nous arrivons aujourd'hui à quelque chose qui représente plus de 100 millions d'échanges chaque année, donc entre les entreprises, leurs représentants, les citoyens et les institutions publiques de sécurité sociale. Et donc tous ces échanges sont conservés. Et donc au départ, en 2003, c'était essentiellement du stockage. Voilà, pour traçabilité. Et enfin, la deuxième mission, mais qui nous concerne moins ici, c'est donc une fois qu'elle a collecté toutes ces données, l'ONSS va calculer les cotisations sociales dues par les employeurs et percevoir ces cotisations pour les redistribuer à nouveau dans le secteur des soins de santé, secteur social, pardon. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les deux points que j'ai mis en évidence. Donc, 100 millions d'échanges par an, donc 100 millions de fichiers générés chaque année avec un taux de progression de 10% annuel. Hein. Donc c'est vraiment des volumes qui explosent. Et donc une conservation de tous ces fichiers depuis 2003. Et donc à un moment donné, l'ONSS s'est posé la question de dire est-ce qu'il faut vraiment garder tout ça? Ça commence à nous poser des problèmes, c'est vraiment une masse énorme de fichiers. Et donc ils ont lancé un projet de tri finalement et d'archivage probant de ces déclarations sociales. Ces déclarations sociales, oui, peut-être petite précision technique, rentrent sous forme de déclarations électroniques en XML. Donc ce ne sont plus du tout des formulaires papier, etc. Alors, les besoins métiers initiaux qui ont été identifiés au début du projet, c'était d'abord assurer la sécurité juridique de l'ONSS, hein, puisque ce sont des documents probants, ce sont des déclarations officielles des employeurs, sur base desquelles on va calculer les cotisations. Et donc, c'était le concept d'archiver l'original. Hein, donc, pour le moment, en 2003, on ne faisait que du stockage. Puis, il y a aussi un besoin qui s'est ajouté, qui était d'assurer la sécurité juridique de l'ONSS pour tous les documents scannés, puisqu'en Belgique, il y a une particularité. Depuis longtemps, on peut, dans le secteur social, scanner des documents de manière électronique et jeter l'équivalent papier sans problème juridique. Mais donc, à condition de le faire selon certains critères que ce projet devait permettre de respecter. Enfin, tout ce qui était initialement loi sur la vie privée, qui est devenu GDPR par la suite, éviter de garder des informations plus longtemps que nécessaire. Et enfin, un problème très pragmatique qui était d'assurer et de résoudre les problèmes logistiques, puisque tout simplement, à un moment donné, on n'arrivait même plus à faire les backups quotidiens de tous ces fichiers, et donc ça devenait ingérable.
Alors, ça a été une longue série une longue histoire, finalement. Donc, on a d'abord commencé avant 2015, je n'ai pas donné tous les détails, mais avec le tableau de tri, la réflexion concernant l'architecture informatique, etc. Et puis aussi l'acquisition de la solution informatique, qui est donc le logiciel d'Infotel, Archi Software. Ensuite, on a mis en place en 2015 un groupe de travail qui nous a permis d'acter un accord de tous les partenaires avec qui on travaillait sur une possible mutualisation du service. Donc j'y reviendrai. Donc on est passé d'un projet qui ne concernait qu'une institution à quelque chose finalement qui ressemble un peu au projet Vitam, donc une seule infrastructure partagée. Enfin, il y a des petites différences, mais c'est plus ou moins le même principe. En 2016, on lance vraiment le projet Archiving as a Service pour l'ONSS comme premier client. On va en production en 2017. À partir de 2017, on commence également à intégrer d'autres institutions avec beaucoup d'intérêt. Enfin, on a suscité, il y a eu beaucoup de demandes de présentation, donc c'était assez positif, puisque un projet d'archivage qui récolte beaucoup d'attention, c'est pas non plus toujours facile. On a en 2021 établi toute une nouvelle roadmap fonctionnelle avec les institutions qui sont demandeuses d'utiliser le service. Donc c'est un peu comme Vitam, on construit la roadmap. Alors un petit point intéressant que je cite vite en passant, parce que j'ai trouvé ça positif, face à la crise énergétique, à l'indexation qui a commencé à remonter très fort en 2022, pour la première fois on a été vu comme une source d'économie. Donc c'est pas mal pour un service d'archivage, puisqu'ils se sont rendus compte que archiver des choses en service, ça coûtait moins cher que de les garder opérationnelles sur le terrain, et donc ça c'était positif. Et puis voilà, l'histoire n'est pas finie, mais donc on continue à intégrer des clients et à développer la plateforme. Donc pour juste faire une brève présentation maintenant du service, donc c'est un service qui est donc développé par SMALS, mais pour le compte de l'Office national de sécurité sociale. On assure la gestion opérationnelle de ce service. Alors il est pensé, développé pour être générique et centré sur l'archivage électronique. Donc dès qu'il y a une demande de fonctionnalité qui ne fait pas partie du scope de l'archivage électronique, on refuse tout simplement. Et donc c'est un système qui est pensé pour être multi-client, avec évidemment des silos d'informations pour ne pas mélanger les archives, mais c'est bien, comme je le mets tout en bas, une seule infrastructure qui est partagée. Et là je pense que c'est la différence fondamentale avec Vitam, si je ne me trompe pas. Donc ça permet d'archiver tout type d'objet numérique, hein, donc dès que c'est un objet numérique, que ce soit un PDF, un Word, une vidéo, quoi que ce soit, on archive. C'est donc développé et mis à disposition par une institution publique pour les institutions publiques, donc ça c'est assez important, et c'est ouvert à toutes les institutions publiques fédérales et régionales pour ceux qui connaissent un peu l'organisation politique en Belgique. Alors, au niveau de l'architecture technique, on a pris la décision donc, de développer un service qui s'appelle donc Archiving as a Service, qui est basé sur évidemment une infrastructure, des serveurs, du stockage, etc. Et ce qu'on a fait là-dessus, donc on a acquis un logiciel, ArcSys, mais on ne voulait pas faire en sorte, on voulait éviter que les clients, nos utilisateurs s'intègrent directement avec le logiciel. Et puis quand on l'a acheté, il y avait encore des gaps fonctionnels. Donc on a décidé de bâtir au-dessus toute une couche d'intégration qui va faire du pré-processing par rapport à ArcSys. Voilà, et on expose ça sous forme d'une interface, d'une API REST. Donc il n'y a pas de web app d'administration pour le moment, enfin d'utilisateur, pardon. Mais vous voyez en mauve, on a développé une petite web app d'administration pour nos personnes qui assurent le suivi de production, pour vérifier que les traitements se passent bien et pouvoir intervenir. Mais actuellement, il n'y a pas d'interface directement pour les utilisateurs. Alors pourquoi on a fait ces choix, notamment pour une transparence pour les utilisateurs. Donc transparent, je veux dire ici que l'action d'archiver doit être transparente pour l'utilisateur. Il ne doit pas en être conscient. C'est pour ça qu'on n'a pas spécialement développé une interface utilisateur. On utilise un maximum la solution logicielle pour ne pas réinventer la roue. Des fournisseurs ont fait du très bon travail, donc autant le réutiliser. Mais donc, comme je le disais, on a décidé de découpler nos clients de la solution logicielle pour ne pas avoir de vendor locking et assurer la pérennité du service si un jour on devait être amené à changer de solution logicielle. Et donc, on s'appuie autant que possible sur les fonctionnalités du logiciel. La couche que nous on met à disposition va uniquement servir de pré-processing. Mais en aucun cas, si la fonctionnalité existe dans le logiciel, on va s'intégrer avec cette fonctionnalité, on ne va pas la redévelopper. Alors,
petite information qui peut avoir son importance pour la suite. Donc, la vision qu'on utilise dans Archiving as a Service est vraiment basée sur la théorie du Records Management. Donc, la théorie des trois âges, enfin, on ne va pas en faire un long débat, mais on ne l'utilise pas dans le service. Et donc, la différence entre archives courantes et intermédiaires, nous, on la voit comme une pure question logistique d'accès aux archives, avec éventuellement le déplacement des archives d'un disque rapide vers un support de stockage plus lent. Mais ça ne change pas fondamentalement la vision qu'on peut en avoir. Et donc on va bien avoir une vision qui est, ce que donc les Anglais appellent document, qui va se passer dans les GED ou les applications métiers. Une fois que le document devient une archive probante, on va le mettre dans Archiving as a Service. Et éventuellement, ce document sera versé aux archives patrimoniales, si les utilisateurs le souhaitent. Mais à nouveau, ça se passe en dehors d'Archiving as a Service. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'une fois qu'une archive devient probante, on va l'archiver au plus vite. Et donc au plus vite pour en assurer la sécurité. Mais donc ça veut dire que dans la plupart des cas, l'archive qu'on met dans Archiving a encore une utilité administrative, elle est encore utilisée, même si elle est archivée. Et donc c'est encore également possible que les métadonnées évoluent tout au long de ce cycle de vie de cette utilité administrative. Et donc c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Voilà, juste enfin un dernier petit aperçu de là où on en est aujourd'hui. Donc Archiving, c'est quoi aujourd'hui? C'est quand même 7 institutions publiques qui sont déjà intégrées et 5 qui sont en cours d'intégration. Donc je suppose qu'en 2025, on pourra parler de toutes les institutions intégrées. On gère déjà actuellement 480 millions d'objets archivés dans la solution pour un équivalent d'environ 81 terabytes de données archivées. Voilà, alors ça c'était donc pour la présentation rapide du service. Maintenant ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'était vous parler de 3 retours d'expérience, alors qui n'ont pas directement un lien avec les autres, les uns avec les autres, mais que je trouvais intéressant de vous parler aujourd'hui. Alors ces 3 retours d'expérience, c'est d'abord ce que j'appelle un peu les archives vivantes ou la consultation online, à défaut d'avoir trouvé un meilleur terme. Ensuite, c'est un petit peu un exemple de principe de réalité versus théorie archivistique. Et enfin, la gestion de la volumétrie, qui sont vraiment... là, pour le coup, c'est un vrai challenge avec notre solution. Alors, le premier, les archives vivantes et la consultation online. Alors ça, je pense que c'est un vrai point positif du service qu'on a développé. Pourquoi? Parce que traditionnellement, dans les solutions qu'on avait étudiées jusque-là et qu'on voyait de chez nos clients, les documents étaient en général gérés et stockés dans des systèmes de GED. Et donc on gardait une copie du document électronique dans les GED ou dans les applications métiers, parce qu'il faut bien y accéder rapidement quand on en a besoin. Et puis on mettait une deuxième archive sur des tapes dans des systèmes de type Worm, pour au cas où on en aurait besoin, on ne sait jamais. Et donc cette copie Worm était toujours vue comme un coût supplémentaire, alors que c'était une archive qui n'était pas spécialement utilisée, ou très rarement, il faut bien l'avouer. Donc on a décidé, quand on a mis en place Archiving as a Service, de changer un peu de paradigme et de dire, nous, les objets archivés, on va les valoriser, et donc on va permettre à nos utilisateurs d'y accéder rapidement. Donc c'est évidemment limiter un objet à la fois et aux objets standards. Donc évidemment, si vous voulez un objet de 1,5 Tera, ça ne va pas être rapide, forcément. Mais enfin, pour ce que j'appelle des documents administratifs standards, c'est-à-dire des petits PDF de 3-4 pages, ça marche relativement bien. Alors ce qui est important, évidemment, quand vous choisissez cette option-là, c'est que vous mettez sur la fonctionnalité de consultation une criticité très importante. Et donc les applications métiers vont s'appuyer sur notre service pour consulter les archives, les documents sur lesquels les agents travaillent, que les citoyens veulent consulter. Pour vous donner un exemple concret, enfin 2 exemples concrets, aujourd'hui il existe un portail en Belgique qui permet à tous les citoyens belges de consulter leurs prévisions pour la pension et de consulter les documents liés à leur pension. Ces consultations se font directement sur Archiving as a Service. Donc moi, en tant que citoyen, si à 18h30, parce que j'ai enfin le temps après ma journée de travail, je veux consulter mon portail MyPension, il faut que le service tourne, il faut que le service réponde. Même chose, pendant la journée, on a plein d'agents publics qui consultent leurs archives directement sur Archiving as a Service pour faire leur travail. Donc aujourd'hui, quand la fonctionnalité de consultation tombe en production, on a 600-700 personnes qui ne savent pas travailler, en tout cas dans un mode dégradé.
Donc vous voyez très bien que c'est un choix qu'on a fait, mais qui rend donc cette fonctionnalité très critique et des avantages plus critiques que la fonctionnalité d'archivage. Donc si l'archivage fonctionne pas, mais la consultation oui, bah, éventuellement on va attendre pour intervenir sur le service pour être sûr qu'on ne fasse pas tout tomber pendant la journée de travail. Et donc ça évidemment, ça nécessite une infrastructure très redondante et résiliente, et on a aujourd'hui 4 serveurs, et finalement que 4, qui sont dédicacés en production uniquement à faire de la consultation. Et donc le gros avantage qu'on a tiré ici, c'est que l'archive, elle est valorisée, et c'est un soutien direct pour les processus métiers opérationnels, et ce n'est plus nécessairement vu comme un coût inutile pour des raisons juridiques, puisque aujourd'hui, les applications métiers et les applications de JET ne doivent plus garder une copie chez eux, et donc c'est vu comme un avantage et une économie en termes de coût. Voilà, donc aujourd'hui on a en moyenne 500 000 consultations par mois sur le service, avec une moyenne qui est en constante augmentation, et donc on veille à monitorer la capacité du système pour, s'il faut un jour sans doute rajouter un serveur. Et donc vous pouvez également voir, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ces tableaux, et donc, où est la souris? Ici, donc on a un KPI, donc un SLA de 99% de consultation doit être faite en déant les 2 secondes. C'est ce qu'on considère comme nécessaire pour assurer une consultation online. Et donc vous voyez qu'on arrive à 99,6%, c'est en moins d'1 seconde. Donc c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Il ne se rend même pas compte qu'on va chercher le document dans l'archive. Voilà, donc ça, je pense que c'était une des clés du succès qu'on a pu avoir avec Archiving. On a réussi à réconcilier plusieurs besoins, finalement, sur l'archive, des besoins juridiques, clairement, des besoins opérationnels, et ça permet également une maîtrise des coûts. Et donc, ça permet une meilleure valorisation de l'archive qui devient moins simplement juste un coût inutile, comme certains ont tendance à le voir. Alors, second retour d'expérience, un petit peu sous un axe différent. Mais donc, d'abord une petite clarification pour être sûr qu'on se comprenne bien. Donc, Archiving as a Service est un système informatique de gestion des records. Archives probantes, certes. Et donc, on a bien un service de tiers archivage numérique. Donc, Archiving va offrir des fonctionnalités, des possibilités. Certaines choses sont même permises, même si elles ne sont pas conseillées. Donc, typiquement, vous pouvez archiver un Word dans Archiving as a Service, même si on le recommande à personne. Et donc, il y a une forte responsabilité du client. Aujourd'hui, nous n'avons aucune légitimité au niveau de notre société pour permettre à un client de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Tant qu'il ne met pas en danger la solution, ils peuvent plus ou moins faire ce qu'ils veulent. Et donc, on doit aussi trouver souvent les compromis entre les besoins et la complexité technique aussi qui est à trouver. Alors, pour vous donner je vais prendre l'exemple des métadonnées. Et donc, à nouveau, nous, on va donner des conseils sur la base de notre expérience. On va essayer de guider l'institution, mais si après l'institution dit « je ne veux pas suivre vos conseils, je fais comme ça », on n'est personne pour le refuser aujourd'hui. Alors, un petit exemple sympathique, je trouve, avec les métadonnées qui est arrivé récemment. Donc, nous, on recommande, comme il faut en théorie archivistique, aux institutions d'archiver des objets avec des métadonnées. Et donc, c'est le schéma de métadonnées, il est défini par le client, il n'y a pas l'équivalent du CETA ou quoi en Belgique. Et donc, on va mettre en place avec le client une typologie documentaire, un schéma de métadonnées associé à chaque type ou classe de document. Mais il ne faut pas oublier non plus que chaque document a un coût. Chaque métadonnée, pardon, pas chaque document, chaque métadonnée a un coût. D'abord, il faut la capturer en amont d'archivage. Donc, on a vu ici un exemple juste avant où capturer une métadonnée, ça peut parfois être assez fastidieux quand il n'y a plus de contexte métier. Il y a évidemment un processing time au moment de l'archivage, alors ça veut dire le temps de calcul, de vérification. Ça paraît anodin, mais quand vous faites ça sur des millions d'archives avec une métadonnée en plus, ça peut vite faire des minutes, des heures qui s'accumulent. Il y a évidemment l'enregistrement et le stockage dans le système, notamment au niveau de la base de données. Donc aujourd'hui, on est pourtant une grande boîte informatique, je vous le garantis, mais on est la base de données la plus grande de Smalls, puisqu'on enregistre plein de métadonnées sur 480 millions d'objets. Ça fait un sérieux volume dans la base de données. Et il faut également, comme je vous l'ai dit, on est dans des archives vivantes dont les métadonnées peuvent évoluer. Donc, chaque fois que vous mettez une métadonnée dans l'archive, si vous la gardez aussi dans l'application métier et que vous la mettez à jour dans l'application métier, il va falloir faire transiter cette nouvelle valeur de couche en couche
vers le système d'archivage, où là on enregistre l'historique des valeurs. Alors, petit exemple concret, donc on avait un client qui, très motivé, s'était dit « je vais suivre les conseils de la SMANS » et donc leurs gestionnaires en information nous ont fait une classification documentaire, c'est un modèle dans le genre, avec 30 métadonnées associées à certaines classes documentaires, etc. C'était génial, tout le monde était content. Voilà. Mais après, c'est ça, ils ont donné à l'équipe IT, qui leur a dit « mais vous êtes fous, ça va coûter beaucoup trop cher ». Et donc ils ont d'abord commencé, et donc oui, je ne peux pas me déplacer, donc vous avez un badge de migration de l'existant qui était là, puisque c'était la reprise d'un fonds d'archives de 110 millions d'archives. Et donc ils ont commencé à écrire, et donc en fonction, donc il y avait une couche, oui, c'est là que vous regardez, une couche commune qui était là, et puis en fonction du contexte métier, si l'archive venait de telle application métier ou de telle autre, il fallait interroger l'application métier, mais donc c'est des intégrations API, SQL, etc., pour récupérer les métadonnées. Et au fur et à mesure des réunions de suivi, l'équipe IT a commencé à dire bah, écoutez, on n'avance pas, on est super en retard sur le planning. On a essayé de comprendre pourquoi, et donc on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué. Et donc on a fait tout un travail d'uniformisation, de rationalisation, pour finalement arriver à un schéma commun, plus ou moins commun, de 15 métadonnées génériques qui sont dans l'archive. Tout le reste reste dans les applications métiers, puisque sinon on n'y serait jamais arrivé. Puisque je vous dis, bon, il y a un coût pour chaque intégration, enfin pour ceux qui ne sont pas côté IT, mais donc chaque intégration, il faut l'analyser, il faut le développer, il faut le tester, il faut le mettre en production, il y a de la maintenance. Donc ça paraît stupide, mais c'est des coûts relativement importants. Alors, même chose, c'était le même client, donc on a fait évoluer un peu l'architecture, etc. Et donc, aujourd'hui, ce client travaille dans une architecture plus ou moins comme celle-là. Il a toute une série d'applications métiers qui s'intègre avec une couche documentaire, donc une sorte de repository de documents, qui lui s'intègre avec l'archivage pour quand il faut archiver un document. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une métadonnée va être mise ici en bas dans l'archive, je vais arrêter avec la souris, je m'en sors pas, dans Archiving as a Service, quand l'application métier va la mettre à jour, l'application métier doit déclencher un traitement qui va la mettre à jour dans l'application documentaire, qui va elle-même déclencher un traitement qui va la mettre à jour dans l'archivage. Donc, surtout que dans l'informatique, aujourd'hui, on travaille énormément selon ce modèle en couches, donc on a de plus en plus de couches qui s'accumulent, qui font des petits jobs les unes après les autres. Et donc, il faut faire attention, parce que ça veut dire que vous devez chaque fois exposer pour une méthode qui est là, qui est tout en bas. Si vous voulez la rendre accessible aux applications métiers, vous devez l'offrir à chaque couche. Voilà, donc c'est un petit peu des enjeux importants. Et donc, là aussi, c'est chaque métadonnée potentielle va induire un coût, une complexité, et donc il faut que cette métadonnée, elle apporte une plus-value. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, et c'est un peu ma bouteille à la mer, parce que j'ai souvent des discussions avec beaucoup d'archivistes qui rêvent, évidemment, d'avoir plein de métadonnées, etc. Mais il faut vraiment se rendre compte que parfois, les informaticiens, et encore je ne suis pas informaticien, mais quand on tire la sonnette d'alarme, c'est aussi parfois pour des bonnes raisons, et qu'il faut faire attention à ce que ça reste financièrement accessible, sinon on n'y arrive tout simplement pas. Super. Alors, au niveau de la gestion de la volumétrie, donc ça c'est important aussi. Donc, voilà l'évolution de notre volumétrie ces 10 dernières années. Donc vous voyez, bon, on a surtout une augmentation ces dernières années. Le Covid est passé par là et à favoriser la numérisation des processus, y compris au niveau de l'État. Et donc, voilà, on a aujourd'hui 480 millions d'archives, comme je l'ai déjà dit. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir en tête, et ça je me suis rendu compte en parlant avec différents fournisseurs que ce n'est pas toujours le cas, qu'une volumétrie élevée pose des défis qui sont spécifiques. Donc, une grande volumétrie, ce n'est pas juste faire en plus grand ce qu'on fait en plus petit. C'est plus compliqué que ça en est. Et je vais illustrer ça au travers de 3 exemples. Donc, notamment la migration de stockage. Donc, nos archives, la plupart, 80% de nos archives sont stockées sur disque. C'est normal puisqu'on assure une consultation rapide. Si on est sur tape, ça ne peut pas marcher. Et donc, ces disques, ils doivent être remplacés régulièrement, environ tous les 5-6 ans, déjà pour des questions d'évolution des technologies de stockage. Il y a la loi sur les marchés publics à laquelle on est soumis, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de renouveler notre contrat cadre et nos solutions tous les 5-6 ans. Et puis il y a tout simplement aussi l'obsolescence et la nécessité de remplacer les supports. Alors cette migration, on l'a fait au travers du logiciel.
pour garder la valeur probante. Et il faut, dans notre configuration, chaque archive va être stockée en double. On assure toujours une duplication des archives pour ne pas avoir de problème. Donc, au fait, on prend notre total d'archives total x 2, puisqu'on va migrer site par site. Donc, vous voyez déjà qu'on arrive pas loin des milliards. Et donc, lors de la migration, le logiciel va vérifier l'intégrité. Donc, pour chaque copie, chaque objet, et chaque copie de l'objet, il va recalculer l'empreinte, bouger l'archive, etc. Et donc, pour vous donner une idée, évidemment, notre temps de migration augmente à chaque migration, puisqu'on a de plus en plus d'archives. Et la dernière migration, elle a duré 18 mois. Donc, j'ose pas imaginer la prochaine, puisque c'était avant que notre dernier gros client soit arrivé. Voilà, mais donc c'est vraiment un projet en soi de migrer des archives. Ça se commence très tôt, et notamment on commence tout doucement, nous, de notre côté, à avoir un problème, puisqu'on a notre département d'infrastructure qui arrive chez nous et qui dit « Ah bah il faut migrer parce qu'on a bientôt fini notre contrat cadre, etc. » Puis on dit « Oui, mais nous on en a pour 18 mois, maintenant 24 mois. » Ah, ok, bon, on va prolonger le contrat cadre. Donc ça devient un peu répétitif parce qu'en fait, le temps qu'on migre, on peut presque déjà recommencer. Donc on est en train d'essayer de trouver des solutions. On n'a pas encore trouvé la solution miracle, mais on y travaille. Alors il y a aussi l'identification de format, dont on a rencontré un petit problème. Donc idéalement, chaque archive doit être identifiée au niveau du format, hein, vous le savez. Donc le logiciel qu'on utilise intègre la librairie Droid Pronom, qui permet une identification et une validation. Alors nous, on a décidé de n'activer que l'identification, mais pas la validation. Et on avait, comme toute société informatique, fait des tests dans nos environnements de pré-production. Ça fonctionnait très bien, c'était magnifique. On a activé ça en production. On est allé en production, un petit peu catastrophe, puisqu'au fait, on a eu un ralentissement très très important de nos archivages en raison du temps pris par l'identification de format. À la fois parce que le traitement tel qu'implémenté dans Android et son intégration dans le logiciel n'était pas optimal pour certains types de fichiers, notamment les fichiers zip et les très gros fichiers de plus de 4 terabytes. Donc, on avait parfois des processus d'archivage et d'identification qui commençaient, et à un moment donné, presque à la fin, ça plantait, mais il fallait juste recommencer, et on avait perdu 20 heures, et pendant ce temps-là, on avait des millions d'archives qui s'étaient accumulées dans le pipe et qui attendaient gentiment leur tour. Donc, finalement, ça a donné vraiment beaucoup de travail manuel à mon équipe qui a dû gérer les archivages. On a dû vraiment faire le contrôleur aérien pour faire passer les choses au compte-gouttes et maîtriser la chaîne, parce que si on laissait filer automatiquement, le système crachait tout simplement. Voilà, donc ça c'est aussi un exemple de problème spécifique que pose la volumétrie, puisque dans l'environnement de pré-production, tout ça ne posait absolument aucun problème. Ce qui m'amène justement à la partie testing, et là c'est plus une recommandation qu'un retour d'expérience, mais donc évidemment quand vous avez la nécessité de tester des fonctionnalités sur une volumétrie pareille, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que c'est impossible financièrement de maintenir un environnement de test équivalent à celui de la production. Et donc, il faut trouver des astuces. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé sur des environnements de tests, des tests et des tests de performance qu'on a mis en place et qui sont exécutés, alors pas systématiquement parce que ça ne serait pas financièrement faisable, mais à chaque release importante, quand on a des migrations majeures, que ce soit au niveau logiciel ou au niveau de notre couche applicative. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu, on a eu beaucoup de débats dans l'équipe sur, bon, ça coûte fort cher ces tests, est-ce qu'on les fait ou on ne les fait pas? À quelques reprises, on ne les a pas fait et on l'a regretté parce qu'un accident en production sur une plateforme de ce type, ça coûte extrêmement cher dans sa gestion d'incidents. Et donc il vaut mieux faire ces tests, mais ce n'est pas évident à faire. Et donc il faut trouver plein de manières de charger une base de données qui a plus ou moins la taille de celle que vous avez en production, ce qui a un coût évidemment non négligeable. Voilà, alors pour finir, je suis un éternel optimiste en général, donc je regarde toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et donc, la solution qu'on a construite, elle fonctionne relativement bien. Alors ça ne s'est pas fait en une fois. Donc on construit le système progressivement, par petits pas. Alors certains, parfois des clients ou des utilisateurs me disent « Ah mais il manque ça, il manque ça, il manque ça, et ça c'est pas bien ». Oui, mais on le fait par petits pas. Et donc il y a des questions plus de type archivistique
de type conservation de format, conservation de métadonnées, etc., qu'aujourd'hui les clients nous demandent de développer, alors que si j'avais dû les développer il y a 10 ans, j'aurais dû me battre contre la plupart des gens pour les convaincre que c'était utile. Donc parfois, il faut aussi laisser le temps aux gens de se faire à l'idée, de les former, de venir avec leurs propres questionnements. Et donc, ce qui est important au début, surtout, c'est de convaincre les clients de l'utilité du système. Donc de mettre d'abord et avant tout, enfin c'est ma recommandation, le focus sur les besoins métiers. Les enjeux archivistiques vont en général suivre par la suite, même si ça peut être parfois un peu frustrant pour un archiviste. Et donc l'important, c'est de montrer cette valeur ajoutée progressive du système qui permet de sensibiliser à l'archivage électronique. Et alors, cette chose à ne pas oublier, c'est qu'un système d'archivage qui est petit ne peut pas se transformer tout à coup en un grand système. Et donc, ça vaut la peine, si vous avez à un moment donné une très très forte évolution sur votre volumétrie, ou que vous voulez directement avoir certaines ambitions, vérifier l'expérience de votre prestataire ou de votre fournisseur, puisque gérer 50 000 requests d'archivage à la journée ou au mois, c'est pas la même chose qu'en gérer 100 millions sur un an ou 100 000 pages. Voilà, je vous remercie pour votre attention.